Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir, soit dans la salle dans ce nouveau QG situé dans le 15e arrondissement, soit dans vos ateliers. Ce soir, 150 ateliers sont invités à se connecter. J'ai une annonce particulière, je voudrais accueillir spécialement l'atelier de Niort avec Laurent Colas, donc, qui est avec ses amis niortais. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. Plusieurs parties dans cette soirée. D'abord, ce soir, nous allons écouter nos deux intervenants. Je vous présente Olivier Marlex, député d'Eure-et-Loire, dans vos ateliers, et une autre personne qui arrive également de la même département. Je vous présente une annonce particulière. Rousseau, je voudrais accueillir spécialement l'atelier fondateur de la Fondation Concorde avec Laurent Colas. Vous avez été également maire avec ses amis niortais. Soyez les bienvenus. Vous avez créé la Fondation Concorde. Bonsoir à tous. Plusieurs parties dans cette soirée. Donc ce soir, nous allons écouter nos deux intervenants, des experts. Je vous présente Olivier Marlex, député d'Eure-et-Loire, pour peser dans le débat, inspirer les politiques et aller vers plus de... On va voir plus de patriotisme, plus de liberté, plus de... Voilà, ça va être le thème de ce soir, justement. Peut-on concilier patriotisme économique et mondialisation? Un sujet d'actualité. Est-ce qu'on peut être à la fois libéral, plaider pour le patriotisme économique? Est-ce qu'il faut être 100% littéral, le privé, rien que le privé? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut quand même que l'État garde la main sur des secteurs économiques stratégiques? Alors, ma première question va être pour vous, monsieur Michel Rousseau. Commençons par peut-être une définition. Comment définiriez-vous le patriotisme économique? Eh bien, le patriotisme économique se définit dans la mondialisation, justement. Le patriotisme économique, c'est défendre à tout prix ses intérêts face à des concurrents, des nations très agressives, étrangères, qui souhaitent pouvoir... conquérir nos entreprises, exporter chez nous sans frein et ne pas laisser à nos entrepreneurs ni à nos compatriotes un espoir de prospérité. Alors, c'est très compliqué de définir le patriotisme économique parce qu'en fait, il faut faire attention à la limite qui est celle du nationalisme et de la protection totale qui n'est pas enrichissante. Il faut donc trouver le bon niveau d'échange. Et j'espère que lors de nos échanges, nous allons pouvoir préciser par des exemples précis ce qu'est le patriotisme économique. Nous avons l'habitude d'appeler la Fondation Concorde une fondation libérale et patriote. Puis en fait, aujourd'hui, je me disais, en venant justement, que libéral, c'est quoi? Et pour avoir une définition précise du libéralisme, il faut se frotter aux réalités. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas rentrer dans des définitions plus dogmatiques. Est-ce que pour vous, le patriotisme économique est national ou est-ce qu'il faut réfléchir à l'échelle européenne? Écoutez, il faut commencer par son propre intérêt. Moi, je suis pro-européen, bien entendu, et je suis européen de naissance. Et donc, je ne me pose pas la question. Si on peut s'associer avec nos voisins, tant mieux. Si on ne peut pas, tant pis. Mais il faut d'abord penser à soi-même, à sa prospérité. Et puis, si on peut faire un parcours commun dans le cadre du développement économique avec des voisins qui peuvent nous apporter un contrepoids, une aide, une surface pour conquérir le monde, c'est ce qu'il faut faire. On l'a fait sur un exemple bien connu, Airbus, dont on parle tout le temps, mais il faut voir ça secteur par secteur. Mais l'Europe... Écoutez, pour l'instant, ça donne des bons résultats et des mauvais aussi. Je pense qu'il faut y aller progressivement et puis exiger des autres aussi un certain nombre de disciplines qu'ils ne respectent pas actuellement. La Pologne achète des avions aux États-Unis, la Belgique aussi, ce sont des voisins proches. Bon, c'est bien gentil de faire l'Europe, mais il faut commencer par aussi régler les problèmes, par exemple sur le plan financier. Les banques du Luxembourg, les banques de l'Irlande nous taillent des croupières sans arrêt. Alors, l'Europe, oui, d'accord, mais attention, dans l'ordre et dans le respect des uns et des autres. Actuellement, la fiscalité est tellement disparate que je me demande comment on va pouvoir continuer. On a construit l'Europe, mais on n'a pas régularisé, on n'a pas uniformisé assez
assez. Il faut laisser une petite concurrence, mais quand même. Je trouve que c'est indécent de voir les Irlandais accueillir des grandes entreprises américaines en ayant une fiscalité à 10% ou 12%, alors que nous, on est autour de 30%. C'est pas possible, on ne pourra pas tenir. Olivier Marleix, pour vous, nous sommes loin d'une mondialisation heureuse. On est plutôt dans une phase de transition. Oui, il ne faut pas se raconter l'histoire. La mondialisation, là, de bon côté, la France est un pays qui a lié l'essentiel de sa réussite économique, d'ailleurs, en s'ouvrant au monde, en étant dans l'exportation, que ce soit sur nos grandes filières industrielles, sont toutes des filières tournées vers l'exportation, et c'est la même chose aussi pour notre agriculture. Donc, il ne faut jamais oublier que cette mondialisation, elle a une dimension positive. Mais cette mondialisation, elle n'est pas non plus que le long fleuve tranquille nous menant vers la mer de tranquillité qu'on veut parfois nous dire. Et la mondialisation n'est pas que heureuse. Elle ne peut pas être heureuse quand, effectivement, des Chinois viennent vendre chez nous alors que le coût du travail doit être à moins de 2 € de l'heure quand il est chez nous à 35 € de l'heure en moyenne, je crois. La mondialisation, elle n'est pas heureuse quand les Américains mettent la main sur un fleuron industriel comme l'était Alstom au terme d'une procédure où on a emprisonné un dirigeant de cette entreprise, on a utilisé des moyens de renseignement pour déstabiliser cette entreprise et on a infligé une amende record. Donc non, la mondialisation n'est pas que heureuse et donc il ne faut pas être l'idiot du village planétaire. Il faut juste avoir conscience de ces enjeux de la mondialisation. Je pense que pour notre famille politique, pour la droite, c'est extrêmement important de savoir reposer et redéfinir un peu ces questions, parce que c'est ce qui nous différencie à la fois d'espèce de mondialisme béat dans lequel est Emmanuel Macron, pour qui qu'Alstom soit français, Alstom parenthèse, je ne sais pas trop en parler, mais c'est quand même Alstom Power, par exemple, c'était les turbines de nos 58 réacteurs nucléaires. La France, quand elle vendait une centrale nucléaire, elle vendait avec Areva la partie nucléaire et les turbines derrière pour transformer tout ça en électricité. Aujourd'hui, on n'est plus capable, c'est les Américains qui ont racheté, et donc on n'est plus capable de vendre des centrales nucléaires françaises. On vend des centrales nucléaires franco-américaines. Donc tout ça n'est pas indifférent qu'Alstom soit français ou américain. C'est pas indifférent comme semble le penser M. Macron. J'ai parlé d'Alstom, on pourrait parler de Nokia, on pourrait parler de Technip, on pourrait parler de beaucoup d'autres entreprises. Donc c'est ce qui nous différencie d'Emmanuel Macron dans cette mondialisation heureuse. Pour lui, il n'y a pas de culture française, il n'y a pas plus d'industrie française. Tout ça, l'argent doit circuler et les investisseurs n'ont pas de passeport. Et c'est ce qui nous différencie aussi, cette façon de conjuguer justement liberté du marché, mais défense de nos intérêts, avec la vision du Front National qui est, selon sa culture ancienne d'ailleurs, mais pour le repli sur soi. Et le repli sur soi en matière économique, ce serait vraiment la négation de toutes les forces de notre pays, que ce soit en matière agricole d'ailleurs ou en matière industrielle. Le localisme, pour moi, ça ne marche pas. Donc il faut apporter des réponses et il faut apprendre à conjuguer mondialisation et patriotisme économique. Je pense que le pouvoir politique, d'ailleurs, il est là pour ça. Il n'est pas juste le comptable, pas juste pour compter les points. Michel Rousseau, avec le retour des affrontements commerciaux entre les États-Unis et la Chine, on entend souvent parler de guerre économique. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme ? Je trouve que le terme de guerre économique est excessif. Je dirais il faut penser plutôt à une dispute sur les tarifs. Il faut penser à une dispute sur la conquête des marchés et des entreprises éventuellement. Mais la guerre, c'est un terme de journaliste. Guerre économique, non. Franchement. Bon, alors évidemment, je sens que Olivier va dire que c'est beaucoup plus cruel qu'une petite dispute. Mais il n'y a pas de mort, alors il n'y a pas de guerre, il ne faut pas exagérer. Ceci dit, quand quelqu'un est mis en prison comme Pierucci aux États-Unis, c'est quand même limite pour un allié. Mais je pense que de toute façon, c'est une dispute grave qui entraîne le niveau de vie de nos compatriotes. Moi, je constate que depuis 40 ans, j'ai été maire assez jeune
Et je ne le regrette pas parce qu'on apprend beaucoup de choses. Dans ma commune, il y avait 5 PMI. À la fin de mon mandat, en 83, il n'y en avait plus que 2. Alors, les 3 PMI, moi, sur les 3 PMI, j'avais 3 chefs d'entreprise qui étaient mes adjoints. Et j'ai vu comment ils étaient harcelés à l'époque, mais harcelés par la banque, par l'administration. Alors, c'était sous Raymond Barre. Ça ne paraît pas. Raymond Barre, le premier économiste de France, qui disait une absurdité. Il disait il faut laisser tomber les canards boiteux. Mais qu'est-ce que c'est des canards boiteux? Des entreprises qui ont des difficultés, qui ont 80 ou 100 salariés. Mais enfin, écoutez, les Japonais faisaient le contraire. Quand une entreprise était en faillite ou en détresse, eh bien, toutes les autres entreprises se mettaient autour, on redressait l'entreprise, mais on ne l'abandonnait pas. Alors, c'est Raymond Barre, on en a fait une icône incroyable, alors qu'il nous a fait passer un très mauvais moment. En plus, il a augmenté de 5% les taxes à la production sur nos PMI. Alors là, pour la mondialisation, bravo. On s'est retrouvé sur les marchés étrangers. Depuis 40 ans, on est 10% plus cher. Et on envoie nos industries. Alors, la mondialisation, si vous voulez, dans ces cas-là, pour la France, c'était aller au suicide. Pour les grandes entreprises. D'ailleurs, toutes les grandes entreprises se sont développées beaucoup plus facilement à l'étranger que chez nous. C'est quand même, monsieur le député, il faudra regarder ça de près. Vous vouliez réagir à cette histoire de guerre économique? Oui, je ne vais pas commenter la situation actuelle entre Trump et la Chine, je ne la connais pas assez en détail d'ailleurs, mais non, cette notion de guerre économique, il faut savoir qu'elle a été inventée en France, non pas par un journaliste, mais par un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui habite aussi en Eure-et-Loire, décidément, qui s'appelle Bernard Hezambert. Et Bernard Hezambert, c'est un monsieur qui a été le conseiller économique de Georges Pompidou, à Matignon pendant 5 ans, et ensuite à l'Élysée, et c'est lui qui a piloté tous les dossiers industriels, Airbus, le nucléaire français, Ariane, le TGV, etc. Et il est ensuite passé dans le privé, dans une des banques de la famille Rothschild. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien aussi le monde de la finance. Et c'est lui qui a, à partir des années fin des années 80, début des années 90, qui a écrit sur ce concept de guerre économique, en disant qu'aujourd'hui, il ne fallait pas être naïf. Les relations internationales étaient faites aussi, se tendaient sur le plan économique. J'ai promis de ne pas trop parler d'Alstom ce soir, donc je ne vais pas le faire, mais par exemple, juste, vous avez sans doute entendu parler de M. Snowden. En France, on a été assez discret là-dessus. Le président de la République a été écouté par nos alliés américains. Je n'ai pas entendu le président de la République protester. La chancelière allemande, elle, a protesté. Nous, en France, on n'a pas été très courageux. Donc, on s'est écrasé. Eh bien, Snowden a révélé, parmi toutes ces révélations, qu'il y avait notamment une dépêche, un télégramme de commande par la NSA à ses agents d'informations sur tous les contrats passés par les entreprises françaises dans les secteurs stratégiques qui sont cités, c'est les transports, l'énergie, les télécoms, la pharmacie, enfin, tout ce qui fait vraiment nos savoir-faire les plus stratégiques, donc informations sur tous les contrats de plus de 200 millions de dollars. Et c'était pourquoi, évidemment, c'est pas juste pour leur intérêt personnel, c'est derrière pour enclencher des enquêtes au titre de la corruption et punir nos entreprises. Petite parenthèse, Pierre Lelouch, ancien ministre, ancien député, a fait un excellent rapport il y a quelques années sur la façon dont les Américains se font les gendarmes du monde désormais sur le plan économique, et il évalue à 20 milliards le prélèvement sur l'économie européenne en l'espace d'une dizaine d'années seulement, à force d'amendes infligées à nos entreprises. Donc la guerre économique, elle existe quand même un peu, et alors elle prend bien d'autres aspects, et donc une fois encore, la mondialisation n'est pas aussi heureuse, et donc on n'a pas le droit d'être totalement naïf par rapport à cette évolution du monde. Moi, j'avais envie de revenir justement sur l'affaire Alstom, la branche énergie, GE. Vous étiez dans la commission d'enquête quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, c'est ça? J'ai présidé une commission d'enquête depuis malheureusement qu'il est président de la République d'ailleurs. Ah d'accord. Mais effectivement, c'est lui qui a signé cette vente quand il était ministre de l'économie. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quels ont été les enseignements pour vous?
C'est très compliqué en 3 minutes, mais c'est une illustration, effectivement. D'abord, c'est un fleuron industriel français que nous avons perdu. Alstom, c'était 2 branches. Le power, j'ai rappelé l'enjeu sur l'énergie nucléaire, et les transports, c'est-à-dire c'est rien d'autre que le TGV, alors ça qui n'a pas été vendu. C'est une entreprise qui, effectivement, a été déstabilisée par une opération des Américains. Et quand je dis une opération, je pèse mes mots. C'est-à-dire c'est vraiment les services de renseignement qui ont espionné Alstom jusqu'à trouver des faits de corruption à lui reprocher. Et le gouvernement américain, parce que l'attorney général a ouvert ensuite une enquête à partir des éléments que les services de renseignement avaient extraits pour menacer Alstom d'une amende d'$1 milliard. $1 milliard pour une boîte qui avait 1,5 milliard de trésorerie, c'était malheureusement sonner le glas, quoi. Et donc, eh bien, le patron d'Alstom, qui avait sauvé la boîte 10 ans auparavant, en 2004, a préféré mettre la clé sous la porte, enfin trouver une solution. Et comme par hasard, ce sont des Américains qui ont racheté l'entreprise. Donc c'est d'abord une perte de souveraineté très importante dans le domaine de l'énergie, on a dit dans le domaine de la défense aussi, puisque Alstom est un des équipementiers en termes de turbines, notamment du Charles de Gaulle ou de nos sous-marins. Donc aujourd'hui, c'est un peu fâcheux. Déjà que le Charles de Gaulle a des problèmes de maintenance assez régulièrement. Si demain, sur un conflit sur lequel nous ne partagerions pas la même analyse que les Américains, on peut tout à fait imaginer de manière crédible des retards de livraison pour des pièces dont on aurait besoin. Donc voilà un premier renoncement, je crois, qui est extrêmement coupable. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais vraiment, c'est une illustration parmi d'autres du peu de cas qu'on fait parfois de ce qu'on appelle dans nos textes, c'est-à-dire le patrimoine économique de la nation, et qui aujourd'hui ne semble pas. Je pense que c'est un peu, une fois encore, on a dit de même qu'il y a. Enfin, l'industrie française, qu'il faut bien comprendre, peut-être aussi pour bien comprendre l'enjeu derrière, c'est que l'industrie française, elle a une ossature, et l'économie française d'ailleurs ont une ossature assez particulière. À la différence des Allemands, vous savez, les Allemands sont un pays où il y a beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire, ce sont en réalité des PME qui ont grossi, qui sont devenues des entreprises de taille intermédiaire. Et c'est ça essentiellement le capitalisme allemand, plus quelques grands groupes évidemment à l'échelle mondiale. En France, malheureusement, on n'est pas dans cette situation-là. Pourquoi ? Parce qu'on a un système de PME. Ensuite, dans les années 80, à force de fiscalité, on a beaucoup découragé de PME, donc qui ne sont jamais devenus des ETI. On a beaucoup découragé d'ETI. Et puis, on a, à côté, des champions nationaux qui sont le produit d'un certain colbertisme, qu'on le veuille ou non, d'un certain colbertisme et qui ont grandi plus ou moins dans le giron de l'État. C'est le cas dans le nucléaire, c'est le cas dans l'aéronautique. Airbus n'est pas une création spontanée du marché. Airbus n'est pas né d'une fusion-acquisition. C'est un programme intergouvernemental, franco-allemand, étendu aux Anglais. Donc notre économie, elle est structurée par un certain nombre de ces champions. Et à chaque fois qu'on a un de ces champions qui tombe, parce que finalement on n'y a pas fait attention, des champions qui ont été nourris par de la commande publique, par de la recherche publique, et nourris par de la commande publique. Alstom Transport, par exemple, aujourd'hui, qu'on a voulu marier avec Siemens, Alstom est une entreprise qui vit encore essentiellement de la commande publique française. C'est la commande de la SNCF, les 100 TGV du futur, qui aujourd'hui assure le plan de charge d'Alstom. Donc ne perdons pas de vue que tout ça fait quand même partie d'un patrimoine national, payés par la fiscalité des Français. Nos centrales nucléaires, par exemple, ont été payées par la fiscalité et par le prix de l'énergie après, mais d'abord par la fiscalité. Donc on a ce patrimoine, et quand on a un champion qui tombe, eh bien derrière, c'est tout un pan de notre économie, en réalité, qui s'étiole, ce qui nous amène donc à avoir peut-être un peu plus d'exigence qu'ailleurs. Et je terminerai, pour ne pas être trop bavard, sur cet aspect-là. Quand on regarde un peu dans le monde, le panorama de l'industrie, en fait, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas d'industrie, forte qui émerge sans un minimum de partenariat, de complicité avec la puissance publique. Prenez la 5G en Chine, par exemple. La 5G en Chine n'est pas une création spontanée du marché.
La 5G, c'est un défi que se sont lancés les Chinois de devenir les numéro 1 mondial dans les télécommunications lorsqu'on passerait à la 5G. Prenez les GAFA aux États-Unis. Là aussi, les GAFA ne sont pas des créations totalement spontanées du marché. Ce sont des entreprises qui sont nées, pour plusieurs d'entre elles, dans des programmes grâce à des programmes de recherche financés par les Américains, notamment sur des projets communs dans le domaine de la défense et du renseignement. Donc voilà, l'industrie, je pense que l'État a un rôle à jouer aux côtés de l'industrie, et notamment dans ce monde un peu sauvage dans lequel nous vivons. Il y a un autre exemple assez récent, c'était les chantiers atlantiques. Le groupe italien Fincantieri a voulu les racheter. Pour vous, ça fait typiquement partie des secteurs dans lesquels l'État doit intervenir? J'ai envie de laisser la réponse au député qui est directement concerné, parce que la décision se prendra au plan politique. Mais effectivement, c'est un cas de dispute entre deux nations qui se ressemblent beaucoup et qui cherchent à garder leur leadership. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Le patrimoine économique dont vient de parler Olivier, c'est très important, parce que ce sont les emplois, c'est le chiffre d'affaires de la nation. Et autant il est nécessaire que l'État impulse, disons, des politiques, viennent aider à l'organisation, à dégager des stratégies, autant je trouve qu'il doit veiller à ne pas trop taxer les entreprises, à ne pas trop les harceler. Je trouve ça incroyable que depuis 40 ans, nous soyons 10%. Déjà, une entreprise qui part sur un marché étranger, son produit est 10% plus cher à cause de nos taxes à la production. Franchement, ça m'a révolté depuis 1980, où j'ai vu que les entreprises les plus utiles à la nation, celles qui enracinent, celles qui donnent des salaires, les entreprises qui font vivre les villes et les villages, on s'en foutait. Mais incroyable. On avait besoin d'argent pour financer la dépense publique. On mettait de l'argent sur, des taxes sur l'industrie en particulier. Franchement, il y avait de quoi quand même se rouler par terre. Tu n'étais pas encore dans l'Assemblée, donc tu n'es pas responsable, mais tu es responsable aujourd'hui, à travers c'est le gouvernement, qui continue à maintenir, mesdames et messieurs, 10% de plus à tous nos produits qui vont à l'étranger. Justement, vous êtes intervenu dans l'hémicycle récemment sur le cas d'EDF. Peut-être qu'on peut rebondir sur cette... Oui, ce que vient de Michel est évidemment très, très important, parce que là, je suis surpris finalement d'avoir tant de convergence avec Michel que je croyais... Je croyais qu'il y avait plus de dissonance entre nous. Et en fait, non, et c'est ça qui est intéressant, parce que très clairement, nous sommes tous les deux pour l'économie de marché. Nous sommes tous les deux des libéraux. Mais je pense qu'on a vraiment, une fois encore, c'est un sujet de la droite aujourd'hui, c'est d'expliquer ce que c'est que le libéralisme. Et en clair, je pense qu'en France aujourd'hui, ce qu'on nous présente du libéralisme, c'est tout sauf du libéralisme. En clair, aujourd'hui, on accable les entreprises de fiscalité, parce que la dépense publique est 10 points au-dessus des pays de l'OCDE, qu'on est 20 points au-dessus de la Chine. Je crois. On est à 56-57% de dépenses publiques par rapport au PIB. En Chine, ils sont à 30 ou 34%. Donc, on est plus que les Chinois nous disent vous êtes plus communistes que nous, en riant. Bon, malheureusement, c'est pas drôle. Donc, en réalité, on a des entreprises qui sont accablées de fiscalité. D'un côté le boulet de la fiscalité, de l'autre côté le boulet des normes. Et avec ces deux boulets, on leur dit maintenant, allez-y, plongez dans le grand bain de la mondialisation, jouez le jeu de la concurrence, adaptez-vous. Voilà. Pour moi, ça ne peut pas être ça, parce qu'évidemment, on est sûr de perdre à tous les coups. Donc le libéralisme, dans la mondialisation, ça ne peut pas exactement être ça. Et je pense, moi, ma vision des choses, elle est plutôt d'essayer de retourner, elle est beaucoup plus proche de ce qui a été finalement la période de la construction, une grande période de mutation de notre économie, qui a été les années Pompidou, en réalité. Ce sont des années où on a construit, où l'État, en même temps, si j'ose encore m'exprimer ainsi, a en même temps été extrêmement incitateur, a été stratège,
a considéré qu'il fallait, notamment au moment de l'entrée dans le marché commun, qu'il fallait restructurer un peu nos filières économiques, notamment dans les secteurs exposés à la concurrence, qu'il fallait faire émerger des champions nationaux. Et donc on a mis l'État de manière très incitative à adapter ses règles pour favoriser les regroupements d'entreprises, a défini des programmes de recherche sur lesquels elle a mis des moyens pour accompagner ces entreprises. On a eu vraiment un État stratège et un État accompagnateur. Et en même temps qu'on faisait ça, et qu'on a eu les belles réussites qu'on connaît, que j'ai citées tout à l'heure en termes de programme industriel, puis en même temps, on a vu quoi? On a vu le poids de la dépense publique réduire, parce que l'État finalement investissait moins, c'était les entreprises qui investissaient davantage, et on a vu aussi, une rare période de notre histoire, on a vu la fiscalité, notamment la fiscalité sur les entreprises, diminuer. Pour moi, le modèle qu'il faut qu'on retrouve, celui qu'on doit reconstruire à droite, c'est celui-là, c'est celui où on est capable de baisser la dépense, de baisser les taxes, et en même temps de défendre, comme le font toutes les nations un tout petit peu organisées, nos fleurons industriels et nos intérêts économiques dans ce monde de compétition. Ce qu'on n'a pas assez su faire, évidemment, ces 15 dernières années en Europe. Quand on regarde la façon dont les Allemands ont conçu pour leur industrie le bénéfice de l'élargissement de l'Union européenne. Regardez comment ils ont vraiment une stratégie extrêmement habile de délocalisation d'une partie de leurs activités à faible valeur ajoutée, notamment dans le secteur de l'automobile, en Tchéquie ou en Hongrie, un territoire qu'ils connaissaient bien, qui sont voisins immédiatement de l'Allemagne. Tout ça pour après réimporter évidemment et avoir ainsi des coûts de production globale qui favorisent leur industrie. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là en France? On était incapable d'avoir la même réflexion et la même stratégie pour notre économie. On a taxé. Et on continue à taxer. Et alors, il y a quand même, disons, des perspectives positives. C'est-à-dire qu'il faut désormais freiner les importations, parce que si vous ne le savez pas, la France est déficitaire de 55 à 60 milliards, je ne connais pas encore les chiffres de cette année, on se maintient là-dessus. On est vraiment très mauvais pour avoir on est une nation développée qui n'arrive pas à équilibrer entre ses exportations et ses importations. L'Allemagne, plus de 170 milliards l'an passé. Comment voulez-vous que Macron soit pris au sérieux quand il arrive dans un contexte européen? On lui dit, mais attendez, vous devez de l'argent à tout le monde, en fait, finalement, c'est ça. Et heureusement, désormais, il va y avoir un petit renversement parce que nous devons intégrer le paramètre de l'écologie. C'est-à-dire qu'en réalité, les produits qui seront fabriqués en Chine, on va essayer de calculer leur empreinte carbone. Parce que non seulement les Chinois fabriquent avec, disons, en dépensant beaucoup d'énergie, mais en plus il y a le transport. Alors ça risque de nous sauver quand même. Les produits chinois vont être immédiatement taxés par les écolos. Enfin, ils vont rendre service. Parce que pour l'instant, ils desservent le pays. Et j'ai bon espoir que ce paramètre étant mis en avant, nous soyons obligés de freiner l'entrée de produits étrangers. C'est trop facile d'acheter. On achète. Résultat, 2300 milliards de dettes. Résultat, moins 60 milliards de déficit commercial. C'est quand même intolérable. Alors, un mot sur cet aspect balance commerciale, que c'est un indicateur économique qu'on a totalement oublié en France, que plus personne ne regarde. Et on ne le regarde plus pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'enjeu monétaire derrière. C'est-à-dire que tout se libelle aujourd'hui en euros quand on commerce entre Européens. Et donc, ça n'a plus d'enjeu. Autrefois, ça avait un enjeu extrêmement important, puisque tant qu'on payait en francs ou en Deutsche Mark, eh bien, à chaque fois qu'on était déficitaire, il fallait dépenser beaucoup de francs pour acheter des euros. Et donc, il y avait un enjeu immédiat pour la monnaie. Et quand on était mauvais en balance commerciale, donc en balance des paiements, c'était assez rapidement catastrophique pour l'ensemble du pays. Aujourd'hui, tout ça est devenu neutre, on ne regarde pas. Et pourtant, la balance commerciale, c'est vraiment, je pense, l'indicateur le plus intéressant, le plus révélateur
de la situation économique santé de la production, d'un pays. Donc on ne peut pas le laisser dépérir comme ça, cet indicateur, enfin, cette réalité économique aussi criante s'installer. Et il faut qu'on retrouve, d'ailleurs, dans toutes les périodes, moi je suis passionné d'histoire et j'aime bien essayer de regarder comment ça s'est passé dans le passé. C'est important de savoir, connaître son histoire pour éviter de reproduire un certain nombre d'erreurs. La France n'a été prospère en réalité, d'ailleurs c'est très simple, qu'à chaque fois qu'elle a eu une balance commerciale, qu'elle a su se donner les moyens d'avoir une balance commerciale excédentaire. Donc il faut qu'on retrouve cet esprit de conquête qu'on a eu, et cet esprit de conquête, eh bien, c'est exactement le contraire du renoncement qui semble habiter un peu nos élites administratives, technocratiques parfois, qui une fois encore à Bercy, quand on voit le rachat d'une entreprise nationale, on se fiche un peu de savoir quel est l'investisseur. On parlait de balance commerciale et d'exportation. Un domaine dans lequel on est plutôt bon, c'est l'agriculture. Et pourtant, notre agriculture est en détresse. On parlait aujourd'hui encore du nombre de suicides, apparemment, qui est passé à 1 par jour maintenant, des agriculteurs. Quel est, pour vous, le rôle de l'État aujourd'hui ? Comment l'État doit accompagner nos agriculteurs ? Je vais laisser Olivier, qui est dans un département agricole, répondre. C'est dans le même département agricole, mais bon, là aussi, on fait des choses totalement contradictoires. Depuis 30 ans, nous avons tourné, organisé toute notre agriculture vers l'exportation. Et aujourd'hui, on passe notre temps à pénaliser nos producteurs, leur mettre des contraintes, comme si on avait vocation à produire que pour les marchés bio du boulevard Raspail ou du boulevard Saint-Germain. Donc évidemment, il y a un moment où le modèle économique il ne marche pas. Je crois qu'il y a aussi une grande remise en cause à imaginer. Donc c'est le fameux, en même temps là aussi, désastreux en Europe, mais ça je pense que tout le monde aujourd'hui a fini par s'en rendre compte, il faut juste passer aux actes, c'est qu'on ne peut pas imposer des contraintes aux producteurs français et dans le même temps signer des accords de libre-échange par lesquels on importe des produits agricoles qui, eux, n'obéissent pas ne sont pas régis par les mêmes contraintes et les mêmes règles. C'est évidemment un non-sens absolu, économique, écologique, etc. Même Macron a fini par s'en rendre compte et a trouvé un prétexte pour ne pas ratifier l'accord du Mercosur. Plus fondamentalement, il y a un vrai sujet, je pense, là aussi sur la politique agricole commune. Je pense qu'il y a un virage assez désastreux qui a été pris dans les années 92, la réforme de la PAC de 92, où on a troqué une politique qui avait vocation à peser sur les cours mondiaux, avec une politique notamment qui était une politique de stockage, une politique de soutien au prix, à juste un système d'aide, de subvention aux agriculteurs, qui arrive à ce résultat pervers de finalement démontrer que notre système ne fonctionnerait pas, enfin ne serait pas durable. Voilà, mais bon, sur l'agriculture, on pourrait y passer plusieurs heures. Donc, Est-ce que vous voulez rajouter un mot ? Il y avait une question justement, mais vous avez un peu répondu à la question, mais il y a une question sur le CETA, le Mercosur. Oui, écoutez, c'est simplement la reproduction du cas du Mercosur. Il est évident qu'on échange à l'échelle européenne sans savoir si vraiment ça va nous servir et si c'est bénéfique pour nos agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain. C'est trop théorique. Moi, je pense qu'il faut revoir ce type d'échange à l'échelle européenne qui nous dessert. Si j'ai un mot à dire quand même, c'est que la mondialisation, n'oublions pas que c'est à 75% des produits industriels ou agricoles, à 75%. Donc, à partir du moment où, en 30 ans, on a perdu la moitié de notre potentiel industriel, on peut se poser des questions. Franchement, on peut se poser des questions parce que nous et nos experts à la Fondation Concorde pensent qu'il y a un lien direct, une conséquence. Le mouvement social des Gilets jaunes résulte de l'appauvrissement des territoires qui avant étaient irrigués par des PMI, par des petites industries. Et on retrouve, disons, il y a une corrélation évidente. Et donc je pense que mondialisation, oui, échange, oui, mais attention à nos intérêts. Nos intérêts doivent primer, c'est-à-dire qu'en fait, nos intérêts, c'est quoi ? C'est l'emploi, puisqu'aujourd'hui, on est à 3,2% en Allemagne et à 8,5% en France. C'est quand même incroyable qu'on soit dans un des pays développés
où il y a le taux de chômage le plus élevé. C'est indécent. Et on se dit prospère. Effectivement, on l'est avec 2300 milliards. Mais dans la mondialisation, il faut faire attention parce qu'on risque de se faire plumer et de perdre encore d'autres emplois. Et heureusement, on a de bons députés qui vont nous défendre, mais jusqu'à maintenant, ils ne voyaient pas clair. Ils ne voyaient pas clair. On a eu 40 ans de gouvernance, franchement, de myopie. Perdre 50% du potentiel industriel de la France en 30 ans. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Et le président du groupe des Républicains, qui est un Vendéen, sait bien, mieux que quiconque, que les petites PMI irriguent le territoire et tiennent les populations et distribuent de bons salaires en plus. Alors nous, à la Fondation Concorde, nous insistons là-dessus. On ne peut pas tout faire, mais on insiste là-dessus. C'est très important. On est vraiment pris dans une double contradiction. C'est vrai à la fois sur la compétitivité, la rentabilité de nos PME et de nos exploitations agricoles, par vraiment un mouvement totalement contradictoire et impossible à tenir. D'un côté, c'est le en même temps, d'un côté, une concurrence mondiale, mais aussi une concurrence européenne, comme l'a dit Michel, qui est pour notre industrie insoutenable. On parlait du prix du travail. Donc, il est en moyenne de 35 € de l'heure, 35 ou 36 € de l'heure en France. Je parle du salaire moyen en réalité, je ne parle évidemment pas du SMIC. Et il est dans un pays comme la Tchéquie, je crois, de 6 €. Donc évidemment, la compétition, elle est extrêmement dure pour une entreprise française. Et donc évidemment, il y a le défi, il est double. C'est-à-dire, ne pas être dans des règles du jeu qui soient totalement inéquitables. Malheureusement, je pense que effectivement, l'élargissement européen n'a pas été accompagné d'un effort d'harmonisation, notamment sociale, qu'on aurait pu espérer. Mais évidemment, c'est là qu'il ne faut pas oublier qu'on est des libéraux, et c'est là qu'il ne faut pas non plus tout remettre sur c'est la faute des autres, il faudrait protéger notre marché. Donc c'est là qu'il faut aussi quand même reconnaître que nous avons une part de responsabilité sur notre économie, et qu'il y a une part de la compétitivité qu'il faut aller chercher par nous-mêmes, en sachant réduire les charges, ces charges qui notamment écrasent les plus petits, les plus petites entreprises, et qui, elles, subissent vraiment de front les deux, la pénalisation à la fois de cette fiscalité et la compétition mondiale qu'elles ne sont pas capables, dont elles n'arrivent pas à profiter de toutes les subtilités. Un grand groupe aujourd'hui à l'échelle européenne, il sait très bien jouer des subtilités, c'est-à-dire qu'il va délocaliser ses activités de production dans des pays à bas coût de production, Tchéquie, Europe de l'Est en général, et il va installer par contre la holding financière, de préférence aux Pays-Bas. Et en général, ils ne se trompent pas, ils ne mettent pas le site de production aux Pays-Bas et la holding financière en Tchéquie. Tout est bien pensé. La PME, elle n'a pas les moyens de faire ça. La TPE, encore moins, et l'agriculteur non plus. Donc ce sont effectivement les plus faibles aujourd'hui qui subissent cette espèce de double peine, d'une concurrence un peu violente en Europe. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas offert la protection commune qu'on aurait pu espérer pour mieux peser dans la mondialisation, mais était au contraire une espèce d'accélérateur du mouvement de la mondialisation. Et le deuxième peine, c'est évidemment ce poids insupportable de la fiscalité dans notre pays. Donc on a un effort à faire dans les deux directions, notamment la baisse de la fiscalité dans notre pays, c'est le courage de la baisse de la dépense publique. En préparant cette soirée, on a discuté, vous disiez, partout dans le monde, on assiste à un contrôle durci des investissements étrangers. Avec la mise en place de dispositifs de contrôle. Il y avait l'exemple américain, depuis 1958 déjà. Alors ça c'est un peu... Il faut prendre des questions. Ça, volontiers sur le nucléaire. Mais en un mot, parce que c'est un sujet vraiment important de voir de regarder ce qui se passe dans le monde. Tous les pays au monde sont en train de durcir leur mécanisme de contrôle des investissements étrangers dans leur pays. Alors, certains pays sont ouverts dans des conditions déjà très particulières. Je pense aux Chinois. Vous ne pouvez pas investir en Chine si vous n'avez pas un partenaire local. Mais un grand pays libéral, comme le sont les États-Unis d'Amérique, depuis les années 70, 1976 plus précisément, ont un dispositif de contrôle des investissements étrangers, notamment dans des secteurs qu'ils jugent stratégiques
pour leur économie, stratégique pour leur souveraineté. Et là, quand vous voulez racheter une entreprise qui est un peu importante à leurs yeux, eh bien, vous passez au peigne fin et on ne vous laisse pas acheter n'importe qui, n'importe quoi. Et ça, c'était vrai sous M. Obama, qui a bloqué autant d'investissements étrangers que n'en bloquera sans doute M. Trump. Donc, c'est un sujet, tous les pays européens ont remis à jour leurs dispositifs, les Allemands, les Britanniques. La France est en train de le faire. Le seul sujet en France, c'est est-ce qu'on aura réellement la volonté de l'utiliser. Pourquoi ce système, ce dispositif est intéressant? Parce que ce sont des moyens de contrôle non capitalistiques. En clair, demain, un investisseur va racheter une entreprise qui paraît stratégique, notamment dans le secteur, par exemple, de l'énergie. Ça va pouvoir nous ramener sur le nucléaire. On n'est pas sûr de trouver les 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards nécessaires pour garder le contrôle capitalistique. Donc pouvoir bloquer l'opération en disant non, ne touchez pas. Ça, c'est un secteur sur lequel on refuse un investisseur étranger ou alors on l'accepte mais à des conditions très draconiennes. C'est un élément de régulation qui existe aujourd'hui dans tous les pays et qu'il faut donc qu'on n'hésite pas à utiliser dans le nôtre. Un mot pour répondre sur EDF, j'ai le droit. Il y avait une question, non, pardon, l'abandon de la 4e génération de réacteurs nucléaires. C'est que le gouvernement a annoncé que le CEA allait renoncer à son programme de recherche qui s'appelait Astrid sur la 4e génération de centrales nucléaires. C'est un très 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 mauvais coup quand même pour le secteur nucléaire, puisque cette 4e génération, elle avait pour vocation notamment de concevoir un réacteur capable d'utiliser les déchets, de fonctionner en utilisant des combustibles nucléaires usagés. C'est que la filière nucléaire, elle a 2 défauts potentiels. Celui de la question de la sûreté nucléaire, évidemment, sur lequel la France est quand même extrêmement vigilant. Les violences faites aux femmes ont fait plus de morts que le nucléaire dans notre pays. Et un deuxième sujet, évidemment, c'est les déchets nucléaires. Bien, on travaillait sur le réemploi des déchets nucléaires, et là, comme si on voulait nous empêcher, finalement, d'avoir un argument pour défendre le nucléaire, eh bien, le gouvernement a consenti un abandon de ce programme de recherche. Donc, c'est vraiment catastrophique pour la filière nucléaire. Nous allons peut-être passer aux questions des ateliers maintenant. La mondialisation n'est-elle pas antinomique avec la transition énergétique et l'enjeu écologique? Question de l'atelier de Toulon. Au contraire, ça va nous permettre, la mondialisation, ce n'est pas obligatoirement les échanges à tout prix. Ça peut être aussi, chacun ne peut exporter que ce qu'il produit avec peu d'empreinte carbone. Et donc, ça ne peut que profiter, disons, à une meilleure transition écologique. Nous sommes persuadés que la transition écologique, avec une taxe carbone aux frontières de l'Europe, peut être un bien pour notre prospérité, sans aucun doute. Est-ce que nous avons d'autres questions? On n'a pas abandonné la 4e génération. On a abandonné Astrid du CEA. Par contre, le CNRS continue à développer un réacteur de 4e génération avec les Belges. Et ils ont créé un centre de recherche en Belgique. Astrid. Je ne suis pas sûre qu'on vous entende sur le Facebook Live. Si? Donc, il ne faut pas dire qu'on a abandonné. Ça, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne finance plus. On n'a pas les moyens de financer une unité pilote. C'est ce que vont faire les Américains. Le gouvernement américain a décidé d'aider les 2 startups pour créer des unités pilotes à Idaho National Laboratory. Donc ça va être fait en 2020, ces unités pilotes. Les Indiens vont développer le premier réacteur au thorium en 2020. Ils sont en train de le construire. Donc ça va être fait. D'autre part, nous essayons de vendre 6 réacteurs aux Indiens en association avec GE. Au début, l'EDF était seul. Maintenant, ils sont associés avec GE pour fournir aux Indiens 6 réacteurs. 6 réacteurs EPR du type
Vous voulez réagir? Je pense quand même que les moyens du commissariat à l'énergie atomique sur le programme Astrid est nettement supérieurs de moyens financiers et d'opérationnalité technique au programme du CNRS. Donc c'est quand même, on a quand même un sujet là-dessus. Ce CEA là-dessus de faire travailler près de 800 personnes. Enfin, donc on est quand même dans une phase, même si on était sur de la recherche, une phase préopérationnelle quand même assez importante. Et puis on va quand même vers un abandon. L'avenir de la filière nucléaire française aujourd'hui est quand même. Je crois qu'il y a de quoi être très inquiet, notamment de la découpe que le gouvernement projette sur EDF, avec un nucléaire qui sera un peu enquisté. On ouvre au marché la partie la plus rentable, Enedis, qui dégage 1 milliard de bénéfices nets. Voilà, et on enquiste tout ce qui a fait le succès jusqu'à présent du prix de l'énergie en France. Derrière le prix de l'énergie, il y a la question de la compétitivité de nos entreprises. Absolument. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, et là je vais laisser Michel qui a plus de regard d'expérience que moi. Sur la compétitivité des entreprises, le prix de l'électricité est essentiel. Ça a été notre seul facteur compétitif ces 20 ou 30 dernières années. Et on est en train de saboter tout ça. Je vous assure que la mondialisation, c'est bien, mais avant tout, si vous voulez, il faut préserver ses forces. Et là, on est en train de se tourner vers les énergies renouvelables qui sont extrêmement coûteuses et qui vont doubler probablement le prix du kilowattheure dans les 10 ans. Ça va être bien pour les gilets jaunes. On va les voir revenir parce qu'ils auront des raisons. Et alors qu'on peut faire autrement. On a actuellement, si vous voulez, un système nucléaire qui est sûr, qui est productif, qui est admiré, qui nous a amené une certaine prospérité. Et on est en train de casser ça, en particulier avec des projets d'éoliennes qui sont éoliennes terrestres, qui sont insensés, puisque EDF est obligé, oui, qui sont étrangers en plus, d'origine étrangère, EDF est obligé d'acheter plus de 80 € le kilowattheure aux producteurs d'électricité de l'éolien terrestre et le revendent sur le marché à 15 €. C'est-à-dire que, par exemple, au mois de mars, il y a eu une journée où la France, enfin EDF, a perdu 15 millions d'euros pour faire plaisir aux promoteurs étrangers de parcs éoliens. Je vois que monsieur est totalement d'accord, et nous sommes en train de nous enferrer. Mais c'est d'ailleurs... Et c'est même pire que ça, puisque d'un côté, ils sont obligés de racheter des énergies renouvelables, etc., et de l'autre côté, ils sont obligés de céder l'énergie nucléaire à un prix qui est aussi inférieur à son prix de revient réel. C'est donc un scandale d'État. Un scandale d'État, et c'est pour ça qu'il y a 2600 associations de protestation locales, parce que ça divise les populations, en plus. Et ce sont des énormes engins métalliques qui viennent d'Allemagne, et ça va encore amplifier notre déficit commercial. Revenons à l'agriculture avec l'atelier de Saint-Martin. Faut-il s'inquiéter du rachat des terres agricoles françaises par des entreprises chinoises? Ça, c'est un vrai sujet et qui bouscule beaucoup quand même notre conception des choses. Parce que la propriété de la terre en France, c'est quelque chose d'important. Vous savez qu'à la différence de beaucoup d'autres pays, les paysans français, depuis le XVIIe siècle, étaient propriétaires en réalité souvent de leur lopin de terre. Et donc la propriété de la terre, c'est quelque chose quand même qui nous est cher, et sur lequel les gens aiment bien pouvoir vendre l'hectare au prix où ils trouvent un acheteur, et n'aiment pas trop qu'on vienne se mêler dans leurs habitudes. Donc dès qu'on parle de cette question-là, faut-il contrôler les investissements faits par les Chinois, notamment dans le domaine foncier agricole? On a tout de suite le syndicat de la propriété foncière qui légitimement dit attendez, les Chinois dans l'Indre, je crois qu'ils ont acheté 12 000 € l'hectare, là où habituellement ça se vend péniblement 5-6 000. Donc quand il y a un acheteur, parce que dans l'Indre malheureusement il n'y a plus forcément beaucoup d'acheteurs sur les terres agricoles. Et donc c'est un vrai sujet, ça bouscule nos habitudes. Mais pourtant, il faut juste prendre le temps de regarder un petit peu le défi alimentaire en Chine pour se rendre compte à quel point cette question elle va être importante et à quel point effectivement la France se trouve à être sous des latitudes où nos terres sont
sont plutôt bénis des dieux. Et donc, on est un pays où forcément, ils vont avoir envie d'investir. Et donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que l'Europe a pris récemment un règlement, sur l'initiative de la dernière commission, un règlement pour mettre un mécanisme de filtrage justement des investissements étrangers en Europe. C'est ce qu'on essaie de faire en France, ce qui se fait dans les autres pays européens. Maintenant, enfin dans quelques pays européens, l'Union européenne a dit OK, il faut le faire. C'est une petite révolution quand même de la part de la Commission européenne. Eh bien, eux, dedans, l'Europe a mis, ils sont plutôt libéraux d'après ce que j'ai cru observer, parfois trop, ils ont mis la question du contrôle d'ailleurs du contrôle de l'agriculture, notamment pour permettre d'intervenir sur les terres agricoles. Au-delà, il y a la question, par exemple, du lait. Là aussi, je dis des choses qui ne sont pas forcément politiquement correctes, notamment devant un grand élu de l'Ouest. En plus, la Mayenne. Mais quand vous savez, par exemple, qu'un groupe comme Lactalis collecte, je crois, 15% du lait en France. C'est l'ordre de grandeur, en tout cas. Bon, une entreprise qui fait 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de mémoire. Vous dites, qui n'est pas capitalisée de manière très importante, d'ailleurs aujourd'hui, c'est une capitalisation familiale. On se dit, il ne faut pas que la famille Beignet ait envie un jour de vendre aux Chinois, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on regarde partir notre production? Donc oui, on a des enjeux sur lesquels il faut évidemment qu'on réfléchisse et qu'on n'exclut pas de s'armer demain, là où ce sera vraiment nécessaire. Je ne dis pas qu'il faut un contrôle soviétique, façon s'affaire plus, sur toutes les transactions, mais c'est évidemment des sujets qu'il ne faut pas ignorer si on se projette un petit peu dans l'avenir. Pour conclure, peut-être une dernière question. Comment les Américains font-ils concrètement pour protéger leurs intérêts stratégiques? Question de Gérard à Lille. Alors ça, c'est une question intéressante. Ils ont vraiment beaucoup de recul. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, cette question du contrôle des investissements étrangers, elle a été toujours portée politiquement de manière totalement consensuelle par les démocrates et les républicains. Il n'y a pas le camp du bien, le camp du mal, etc. C'est un pays attaché à l'économie de marché, à la liberté économique, et en même temps, ils sont unanimes pour dire qu'il y a des secteurs de notre économie qui sont stratégiques, qui sont vitaux, et on ne laissera pas n'importe qui s'emparer de n'importe quoi dans notre pays. Comment ils le font? Ils ont créé un mécanisme interministériel, c'est le CFIUS, c'est le comité interministériel pour les investissements étrangers aux États-Unis. Et quand un investisseur veut racheter une entreprise, eh bien, vous avez un examen très méticuleux de ce que sont les enjeux que représente cette entreprise en termes stratégiques pour les États-Unis. Et une fois qu'on a identifié ces enjeux, on met en place éventuellement des contre-mesures, si je puis dire. Alors, soit on refuse carrément en disant non, c'est pas possible. Par exemple, on voudrait vendre un aéroport aux États-Unis. On dirait non, c'est pas possible, parce que c'est la souveraineté américaine, donc c'est pas possible. Et sinon, on regarde et on voit si on peut. Par exemple, il y a un Français, Safran, avait acheté il y a quelques années l'entreprise qui fait les permis de conduire aux États-Unis. Et c'est une entreprise très importante, puisque le permis de conduire aux États-Unis, c'est le seul papier d'identité sur l'ensemble des États-Unis. Donc les Américains avaient dit, OK, vous avez le droit d'acheter. Mais alors, petit Colin, le patron de Safran, qui m'a raconté ça, très concrètement, vous n'aurez pas le droit de prendre la parole au conseil d'administration de l'entreprise. Vous aurez le droit d'assister, vous ne prendrez pas la parole. Vous n'aurez jamais le droit de dire « je veux ceci, je veux cela ». Vous ne connaîtrez même pas... Nous nommerons le conseil d'administration. Nous nommerons le CEO américain. Donc vous avez juste le droit d'être actionnaire et de vous taire. Voilà. Et le conseil d'administration, en général, ils mettent des anciens généraux, des anciens amiraux. Enfin, ça rigole pas, quoi. Alors, en France, on est quand même très loin de cette culture-là. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut avoir cette vision un peu interventionniste, un peu dans tous les secteurs, mais les Américains savent très bien le faire dans les secteurs où c'est vraiment important. Et c'est là que ça supposerait qu'en France, on fasse d'abord un petit travail d'identification de ce que vraiment on considère comme d'importance stratégique pour le pays, des sujets sur lesquels on pourrait considérer qu'on peut avoir un second cercle avec construire des projets communs avec des alliés européens. Évidemment, ça a du sens. Et puis un cercle où il n'y a pas d'enjeu stratégique, évidemment, l'État n'a à se mêler de rien. Une question qui vient demander un éclairage sur l'actualité. Pouvez-vous commenter cette info qui vient de tomber? Intercité, la SNCF préfère l'espagnol CAF, CAF à Alstom. Ouais, j'ai vu ça
J'ai vu ça ce soir, sans savoir, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne savais pas qu'il roulait encore beaucoup d'intercités en France d'ailleurs. D'ailleurs, bon, mais j'ai pas vu. Alors, il faut savoir qu'en France, évidemment, on a Alstom et la SNCF fait déjà beaucoup. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avenir d'Alstom, il est assuré pour les 15 prochaines années grâce à la commande de 100 TGV du futur qui a été passée l'année dernière, juste avant qu'éventuellement on projette de vendre aux Allemands pour garantir à ces mains qui faisaient un mariage fructueux. Après, on a d'autres producteurs sur notre territoire. Je pense par exemple à Bombardier, qui est canadien, mais qui produit en France. Et donc Bombardier, c'est quand même 2000 salariés à Valenciennes. Donc on peut pas non plus ne pas regarder. C'est du Made in France aussi, quoi. Est-ce que vous voulez conclure? Oui, alors pour ce qui est de la mondialisation et l'approche française de la France dans la mondialisation, je dis qu'il y a déjà une première action à mener, c'est réduire la dépense publique et réduire les impôts. Et spécialement commencer par les impôts et taxes à la production. C'est-à-dire alléger les taxes sur nos entreprises industrielles qui sont le garant de notre prospérité et de notre souveraineté. Est-ce que vous voulez conclure en une phrase ou deux phrases sur la droite? On a parlé de la droite tout à l'heure en préparant. Est-ce que ça peut être le mot de la fin? Clairement, je pense qu'il faut qu'on réaffirme une vision de la façon dont on articule aujourd'hui liberté d'entreprendre, liberté économique, dont évidemment on a besoin. Je n'oublie pas un instant qu'il n'y a d'entreprise que parce qu'il y a une liberté d'entreprendre et qu'il y a d'abord des entrepreneurs qui ont des idées, qui ont envie de faire. Mais il ne faut pas que tous ces efforts soient vains parce qu'on fait semblant ou on serait le seul pays au monde à finalement ne jamais défendre nos intérêts. Voilà. Il faut trouver ce point d'équilibre. Et une fois encore, je pense que dans notre famille politique, nous sommes un peu les seuls à avoir cette vision équilibrée des choses. Avant de donner le micro à Bruno Retailleau pour la conclusion, je voudrais juste vous communiquer 2 dates à retenir. Le 16 octobre, donc date de notre prochain mercredi de Force républicaine, il sera consacré à la bioéthique avec Jean Leonetti, qui est médecin avant tout et également président par intérim de LR. Et ensuite, deuxième date, c'est le 6 novembre, convention sur la souveraineté numérique. Voilà, merci beaucoup à nos 2 intervenants et je suis heureuse de passer la parole à Bruno Retailleau. Bien, le mot de la fin, ce sera d'abord le mot du remerciement pour nos 2 orateurs, nos 2 débatteurs de ce soir, Michel Rousseau, que j'ai eu le plaisir de retrouver, qui nous rappelle un certain nombre de vérités qu'il faut sans cesse réaffirmer en France, et puis aussi Olivier Marlès, qui est député, qui a fait un boulot vraiment absolument fantastique, notamment sur ces problèmes de patriotisme économique, mais aussi sur la commission d'enquête qui visait précisément les conditions dans lesquelles nous avons finalement bradé la branche Power, c'est-à-dire énergie aux Américains d'Alstom. Ça a été terrible et il a fait un travail extraordinaire. Je voudrais dire en rebondissant sur un propos, et je viendrai au patriotisme économique, ce que vient d'affirmer tout à l'heure Michel Rousseau sur le mouvement des Gilets jaunes est exact. Nous sommes le pays d'Europe qui s'est le plus désindustrialisé en 30 ans. On a perdu à peu près la moitié de notre potentiel. Eh bien, nous avons en quelque sorte préparé le mouvement des Gilets jaunes, puisque la désindustrialisation a créé en réalité une société où les salaires sont plus bas. Parce que les salaires dans l'industrie sont toujours plus hauts, parce qu'il y a de la productivité, voilà, que les salaires précisément dans les services. Bon, première chose, et en plus on a écrasé la classe moyenne. Et deuxième chose, les Gilets jaunes, souvenez-vous, à l'origine, c'était un souci aussi, un malaise territorial. Or, l'industrie, c'est des usines qui, à 70%, sont précisément et étaient implantées, non pas dans les métropoles, mais partout sur le territoire français, dans cette France souvent périphérique qui se sent abandonnée de Paris. C'est ce que je voulais dire sur les propos de Michel Rousseau. Un mot rapide pour conclure. Bien sûr, le patriotisme économique, c'est fondamental. Il est pratiqué partout dans le monde, sur tous les continents, pratiquement par toutes les grandes nations, sauf finalement en Europe. On a eu ce cas un peu catastrophique au moment où on a failli avoir et construire un champion européen entre l'allemand Siemens et puis aussi Alstom sur la branche transport. Et on a une commissaire européenne, Madame Vestager, qui est toujours d'ailleurs, qui sera dans la prochaine commission, qui a dit non, au nom d'une conception dogmatique de la concurrence qui est totalement datée. Madame Vestager est par ailleurs
une femme pourtant courageuse, parce que c'est la première qui a vraiment infligé des amendes, notamment à quelques GAFA, donc je veux bien le lui reconnaître. Mais ce que nous attendons de la prochaine commission, sous d'ailleurs la présidence de l'Allemande von der Leyen, je pense, c'est un abandon de cette pratique du dogme de la concurrence qui n'est plus adapté au monde actuel. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait depuis que la fin de l'histoire, on n'y est pas. La mondialisation heureuse, c'est la fin de l'histoire. C'est un monde qui est réputé, en réalité, serein, où la démocratie, le marché allait avancer. Et on voit bien que le monde dans lequel nous vivons, c'est tout à fait autre chose. Le monde est dangereux, et on voit bien que les valeurs de la démocratie ne sont pas en train de s'imposer partout sur la planète, mais au contraire, il y a une régression. Le monde d'hier, de cette mondialisation heureuse, était un monde dominé par l'économie, où la politique était en quelque sorte assujettie à l'économie. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de la puissance. C'est d'ailleurs où l'économie devient asservie maintenant à la politique. Et c'est à cette lecture d'un monde nouveau qu'il faut réinterpréter la notion de patriotisme économique. Alors, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'Olivier a dit, ce que Michel a dit, notamment sur cette notion de liberté à force républicaine. On se bat pour la liberté. Mais la liberté, ce sont des règles. Ce sont des règles. Et on ne peut pas, comme le fait Emmanuel Macron, déclarer que le Mercosur est un bon accord. Pour le dénoncer, pour l'instant, il ne l'a que suspendu. Quand on sait que, d'après ces accords, on importerait des produits agricoles qui intègrent des pratiques, par exemple sur les farines animales pour les bovins, 74% des molécules phytosanitaires utilisées au Brésil sont interdites en France et en Europe. Ça n'est pas la liberté, ça n'est pas le libre-échange que de mettre nos producteurs et notamment nos agriculteurs en concurrence de produits qui sont fabriqués de façon totalement déloyale. Ça, c'est une perversion du libre-échange. Donc je pense qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Et quand Emmanuel Macron a bradé, alors STX pour l'instant, j'ai bien connu moi Saint-Nazaire, parce que j'étais président de région pour les Italiens, c'était que la branche civile. Mais derrière, il y a la branche militaire, avec une intention sans doute entre Naval Group, la branche militaire française, et la branche militaire de Fincantieri. Or, la branche militaire de Fincantieri est très américanisée. Et ça nous pose des problèmes en termes de souveraineté nationale. Ce que je veux dire pour conclure sur le patriotisme, c'est que, et notamment sur le patriotisme économique, c'est qu'il faut bien avoir à l'idée que dans ce monde nouveau, moderne finalement, dans ces stratégies de puissance, l'économie, ça n'est pas neutre. Voilà. Et l'État a un devoir, non pas d'intervenir mal à propos, et c'est ce que je reproche à la France. On devrait avoir un État qui soit un État stratège. Et l'État stratège commande de réduire, bien sûr, la dépense publique pour alléger les impôts à la production et les charges sociales qui pèsent pratiquement 4 points de PIB de plus par rapport, non pas aux Chinois, mais par rapport notamment aux Allemands et à la moyenne de la zone euro. C'est ce qu'on demande. Le patriotisme économique, c'est de faire en sorte que l'État soit stratège, un stratège notamment pour accompagner nos entreprises, ça veut dire ne pas les lester. Or, dans le projet de loi de finances qu'Emmanuel Macron nous prépare, les entreprises françaises, à la fin de l'année 2020, de l'année prochaine, vont payer plus d'impôts qu'elles n'en paient aujourd'hui. C'est-à-dire que les libéralités, le pouvoir d'achat à crédit sur la dette qu'on a fait pour régler le problème d'ailleurs des Gilets jaunes, on le paie par la dette et ce sont nos entreprises, une fois de plus. Et ce sont nos entreprises, pourtant, qui vont créer le pouvoir d'achat de demain. Donc ça c'est la première chose. Le patriotisme économique, c'est un État qui réfléchit à bien accompagner. C'est un jardinier, voilà, et qui n'obère pas le devenir de ces entreprises. C'est aussi un État qui accepte, dans le cadre européen, de se défendre, c'est-à-dire, nous avions proposé, nous, avec François-Xavier Bellamy, au moment de l'élection européenne, d'avoir une protection, notamment avec une empreinte carbone, pour qu'on puisse taxer les produits qui ont une très forte empreinte carbone. Se protéger, c'est de ne pas supporter n'importe quel accord commercial. Il faut que nos intérêts soient évidemment sauvegardés. Et je pense aussi, enfin, que le patriotisme économique, c'est un État qui a une longue vision. Malheureusement, l'État est partout dans nos vies quotidiennes, il est partout trop présent. Et l'État d'aujourd'hui est un État qui suradministre et qui gouverne mal. Voilà. Il gouverne mal parce qu'on n'est plus capable d'avoir des grands projets. Quand j'entendais parler au moment
notamment en évoquant la figure, les deux l'ont évoqué d'ailleurs, de Georges Pompidou, sur les grands programmes qui font notre quotidien aujourd'hui. Mais quels sont les grands programmes aujourd'hui de l'État sur justement l'écologie, mais sur aussi le numérique, sur tous ces grands sujets? Où est l'État? C'est là qu'on attend l'État. On ne l'attend pas dans le quotidien tracassier de l'administration. Le patriotisme économique, c'est articuler cette notion de liberté, cette notion économique aussi, avec une notion politique de la puissance, si on veut défendre les intérêts français et européens dans le monde. Voilà, merci, j'en ai trop dit. Je vous rappelle notamment la convention du 6 novembre, ça sera passionnant. Il y a plein de choses qui paraissent sur le numérique aujourd'hui. Vous savez, Gaspard Koenig propose de patrimonialiser, par exemple, les données personnelles. Ça va très loin. Il y a un certain nombre d'autres propositions qui sont faites pour la cybersécurité, parce que le danger viendra aussi de ce côté-là. Voilà, je pense que c'est très important. On doit se défendre. On doit se défendre, y compris avec nos amis américains. Les lois extraterritoriales, le patriotisme économique, ça serait aussi de contrer les lois extraterritoriales qui permettent aux Américains de piller nos entreprises. Parce que lorsque elles sont cassées, dénoncées et surtout on leur demande des amendes, taxées très lourdement, vous savez que les Américains envoient par dizaines, par centaines des collaborateurs pendant plusieurs années dans ces entreprises et pour pomper et aspirer toutes les informations intéressantes. C'est incroyable. Que fait l'Europe? C'est là où on attend l'Europe très concrètement, sur un patriotisme économique qui soit européen et qui nous permette aussi de faire prévaloir nos intérêts français et européens. Voilà, on se retrouve le 6 novembre. Il y aura bien sûr un mercredi de Force républicaine, comme l'a annoncé il y a quelques instants notre brillante animatrice. Et je voudrais dire aussi que la semaine prochaine reprend le cycle pour les jeunes intéressés Politéa autour de la géopolitique. On travaille avec un think tank d'officiers généraux, amiraux, etc., la Vigie, et je suis sûr que pour nos jeunes, ce sera des références extrêmement importantes, eux qui ne font plus le service militaire. Certains pourront peut-être faire l'IHEDN un jour, mais je pense qu'on devrait, dans chaque parcours français, avoir quelques notions de géopolitique pour que la France et le civisme puissent aussi s'accorder. Merci à nos deux intervenants et merci à ceux qui sont ici et aux ateliers partout en France.